Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV, où on s'intéresse à l'actualité nationale, mais aussi à celle de notre continent et bien naturellement celle de notre région. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur l'économie de notre voisin algérien. Comment l'Algérie, riche en pétrole et en gaz, est-elle arrivée à se retrouver en crise économique? Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas appris la leçon du choc pétrolier de 1986? Un virage politique est-il la clé pour rétablir la santé économique et la paix sociale en Algérie? Pour répondre à ces questions et mieux comprendre le malaise économique en Algérie, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Gabriel Banon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, c'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau et c'est toujours un plaisir. Vous êtes donc économiste. Merci. Et géopoliticien et également consultant international. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, Belkacem Bouteye, bonjour. Alors vous êtes expert, également consultant dans les affaires qui concernent la région MENA, donc Middle East and North Africa, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Bienvenue. Tout à fait, merci. Également sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir mon confrère de la tribune Afrique, Aziz Saïdi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et puis un visage que vous connaissez certainement sur notre chaîne et un plaisir, un honneur de le recevoir pour la première fois sur ce plateau de l'Hebdo Éco, Khalid Chgraoui. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes le directeur du Centre de recherche Afrique et Moyen-Orient. Oui. Bienvenue à vous. Merci. Alors, tout d'abord, avant de commencer le débat sur les raisons de ce malaise économique, tout d'abord, je vous propose, messieurs, de revenir sur des chiffres qui concernent l'économie algérienne. Et tout d'abord, nous allons commencer par les chiffres de croissance qui ont été publiés par le Fonds monétaire international en octobre 2016 dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales. Eh bien, le FMI, il prévoit une évolution du PIB de 3,6%. Donc pour l'année passée, en 2016. Cette évolution est, selon, encore une fois, le FMI appelé à descendre à 2,9% pour l'année en cours. Voilà, donc 2,9% est un taux de croissance correct, notamment dans ces temps de conjoncture internationale difficile. Mais voilà, selon le FMI toujours, il y a une poussée inflationniste, en témoignent ces chiffres toujours, 5,9% en 2016 contre seulement 4,8% en 2015. C'est une évolution d'un peu plus d'1%, ce qui est quand même assez conséquent. Messieurs, quelle lecture faites-vous de ces chiffres? Monsieur Banon. Oui, mais le taux de développement que prévoit le FMI, il est acceptable pour un pays développé, mais pas pour l'Algérie. L'Algérie a besoin d'un niveau de développement beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que ces prévisions de FMI, oui, selon vous, ne sont pas à prendre en considération? Non, ils sont à prendre en considération, loin de là, mais ils ne sont pas satisfaisants. Et d'ailleurs, le FMI ne déclare pas que c'est quelque chose de mirobolant pour l'Algérie. Non, tous les signes, si on parle des chiffres, tous les signaux sont au rouge. Tous les indicateurs actuellement sont au rouge. Je n'irai pas jusqu'à ce qu'a dit un dernier rapport américain. Nous reviendrons un peu plus tard sur ces rapports. Il faut d'abord vraiment qu'on en sache un peu plus, parce qu'on a beaucoup de rapports. Alors, professeur Chgraoui, encore une fois, est-ce qu'avec une inflation qui frôle les 6%, est-ce qu'un taux de croissance de 2,9% est-il toujours une bonne nouvelle? Non, nullement, parce que le problème, c'est que le taux d'inflation aussi, il est relié à la situation économique en général du pays, dans son contexte et dans son environnement international. Et pour des pays, considérons-le d'ailleurs, c'est un pays en situation de sous-développement, qui aspire à se développer, au minimum, il faut un taux de croissance continu entre 7 et 8 et même jusqu'à 10% pendant 10 ans au minimum, afin de pouvoir dire
pouvoir s'en sortir. C'est le cas que certains pays africains arrivent à réussir jusqu'à maintenant, comme l'Éthiopie par exemple, et ça n'a pas pour autant fait sortir ces pays-là de leur situation catastrophique. Alors, reprenons le cas de l'Algérie, un taux de 2,9% est carrément un taux très négatif et non pas positif, du moment que ce qui doit être fait en termes de développement humain est assez loin d'être réalisé et réalisable dans le cas échéant, du moment que cette économie qui repose sur les hydrocarbures, avec aucune autre alternative que les exportations. Et bien sûr, il y a tellement d'autres problèmes. Par exemple, reprenons le cas, par exemple, des dépenses militaires qui englobent un quart du budget de l'État. Ils n'ont pas bougé, hein, En fait, 11 milliards de dollars ils augmentent. Stagne ou sinon augmente. C'est la seule partie du budget qui n'a pas été touchée. Et là, on est dans un pays qui n'est pas en état de guerre, un pays qui a énormément besoin de ces fonds pour développer et pour recadrer son économie. Et on le voit très très bien, c'est-à-dire la politique fiscale, la politique monétaire du pays, la politique économique du pays, principalement en ce qui est proposé en 2017, il n'y a absolument rien du tout qui a été fait afin de pouvoir présenter une nouvelle formule pour faire avancer le pays. Le prix de la paix sociale qu'il faut ajouter au prix de l'armement. Oui, ça c'est... Alors justement, Belkacem Boutayeb, j'aimerais revenir avec vous sur ce message ou cette intervention télévisuelle du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal en décembre dernier. Clairement, c'est une tentative pour rassurer le peuple algérien et également proposer, ou en tout cas faire 3 annonces majeures. Il y a d'abord celle-ci, la situation économique va s'améliorer. Je cite bien évidemment Abdelmalek Sellal et je suppose que la réponse à cette question se fera à fur et à mesure que l'émission avance. Et puis, j'aimerais m'arrêter justement avec vous sur ce point des subventions sociales. Abdelmalek Sellal dit qu'elles seront maintenues. Pensez-vous qu'une économie subventionnée est-elle économiquement efficace ? Non, elle ne l'est pas. Vous avez présenté l'Algérie comme un pays riche en gaz et en pétrole. Je dirais riche en hommes et en femmes, malheureusement sous-exploités. On le voit sur la photo, M. Sellal est très en colère. Je crois qu'il sortait du fiasco du forum. C'est une photo d'illustration qui n'a absolument rien à voir avec le jour où il sortait du fiasco du forum des affaires et des investissements qui a eu lieu en début décembre. Comme l'a d'ailleurs soulevé la presse algérienne. Voilà, je voudrais recadrer un peu les choses. Il faut revenir sur le fait que le président Bouteflika, à son investiture en avril 1999, s'est attelé à rétablir la confiance et la paix sociale dans le pays et la sécurité. Toutes les élites avaient quitté l'Algérie, personne n'avait confiance, le frère n'avait pas confiance en son frère, etc. La situation était dramatique. M. Bouteflika, qui est au pouvoir dans différents postes ministériels depuis l'indépendance, depuis 1962, qui a une stature maghrébine, africaine, internationale, puisqu'il a côtoyé les manières du pétrole dans les pays du Golfe, etc., a joué de tout son poids. Pourquoi on s'en est pas inspiré, justement, ne serait-ce que pour transformer le pétrole qui est produit en Algérie de ces monarchies du Golfe. Parce que il n'y a pas un patron en Algérie, il y a plusieurs acteurs qui se déchirent le pouvoir. Mais la Sonatrach est une société... La Sonatrach était polluée de l'intérieur. On a vu tous les grands scandales, tous les grands détournements. La Gabégie, on dit que les Français nous ont appris ces qualités de Gabégie, de bureaucratie, de beaucoup de valeurs négatives. L'armée est là avec tout son poids. La société civile en Algérie n'existe plus depuis la fameuse décennie noire. Les gens n'ont plus confiance puisque des frères ont exécuté d'autres frères parce que mus par des considérations idéologiques, etc. En Algérie, malheureusement, vous avez 5 patronats. Et tous les pouvoirs de décision sont multiples, complexes et en contradiction flagrante avec les intérêts du pays, avec les intérêts du peuple algérien. Alors, encore une fois, là je m'adresse à mon confrère de la Tribune Afrique.
cette économie subventionnée, d'abord est-elle économiquement efficace et peut-elle perdurer dans le temps? Vous savez, les subventions, ça existe dans beaucoup d'autres pays, notamment ici au Maroc, par rapport à la caisse de compensation, qui est certes réformée, mais qui reste en subventionnant encore quelques produits. Ça, c'est des reliques d'une économie qui n'était pas totalement libéralisée. Je pense que le sujet n'est pas vraiment là. Moi, ce que je voudrais remettre en perspective, c'est justement les chiffres que vous avez mis au début, c'est-à-dire ceux de la croissance, ceux de l'inflation. J'y rajouterai ceux de la fonte des réserves de change, ceux aussi, surtout du déficit commercial et du déficit public. Nous y arrivons. Qui sont très importants et qui, en fait, traduisent quelque chose de très simple. En fait, le modèle économique algérien arrive à un point de rupture, il est essoufflé. L'explication est très très simple. Quand on a 95 voire 94% des exportations qui sont en hydrocarbures, c'est dire la dépendance absolue de l'économie algérienne au prix sur les marchés internationaux du pétrole. Justement, le Premier ministre l'a proposé. Enfin, il a dit il faut diversifier l'économie algérienne et créer des industries exportatrices. Mais ce projet tourne en rond. On peut le dire, depuis des décennies, à la fin des années 80, les caisses de l'État étaient vides. Pour pouvoir lever des fonds, les créanciers, à savoir le FMI, la Banque mondiale, ont exigé à l'Algérie de mettre en place un plan de réforme. Je parle encore une fois des années 80, il y a plus de 3 décennies. Ce plan a été mis en place, il a marché, il a créé même près de 1,5 million d'emplois dans l'industrie. Aujourd'hui, il n'y en reste dans ce secteur que 450 000. Donc, oui, il faut diversifier l'économie. Oui, ça fait 3 décennies qu'on le dit, mais qu'en est-il aujourd'hui? En fait, pour diversifier l'économie, il faut justement voir les 2 acteurs majeurs de l'économie, que sont l'État et le secteur privé. Or, une lecture très simple, que ce soit chronologique ou historique, du secteur privé algérien, on voit que le pouvoir en place a eu du mal déjà à concevoir qu'il y ait un secteur privé, puis par parcimonie, il a donné un peu de lest à ce secteur. Puis à un moment donné, il y a eu des contre-chocs notamment. Et donc on voit que ce secteur, comme l'a dit Sibel Qassem, il est morcelé. Il a 5 représentations au minimum. Il est sous... Il faut dire que toutes les grandes entreprises algériennes privées, de plus de 25, ont connu un taux de mortalité incroyable pendant la décennie passée. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de secteur privé, en Algérie, on parle d'un tissu de PME avec des entreprises de moins de 4 personnes, et on parle de quelques groupes qui d'ailleurs ne sont pas en odeur de sainteté auprès du gouvernement algérien. On l'a vu justement lors du forum d'investissement en Afrique. Vous y étiez? Non. Okay. Donc voilà, on l'a vu par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire une incompréhension mais fondamentale entre les représentants du privé et les représentants du gouvernement. Alors pour justement diversifier l'économie, le principal levier, c'est le secteur privé. Donc on ne peut pas vouloir avoir comme objectif de diversifier l'économie, tout en gardant en laisse le secteur privé. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont des inepties à mon sens, la fameuse loi de 51-49, oui, il y a des choses qui relèvent de l'ineptie et qui font que c'est très difficile de concevoir une diversification sans un secteur privé performant en Algérie. Je voulais revenir sur les subventions, et j'adore utiliser la dérision. Je suis témoin que pendant plus d'une décennie, les habitants d'Oujda priaient tous les jours pour la santé du président Bouteflika, parce que grâce à lui, on vivait à moitié prix. Tous les produits subventionnés qui arrivaient sur Souk el-Fallah, à Oujda, étaient à moitié prix par rapport à ce qu'on pouvait acheter comme marchandises marocaines. Ce sont des produits importés en Algérie, subventionnés par l'État algérien, et qui se retrouvent grâce à... N'est-ce pas une autre gangrène, grâce Monsieur Belkacem, c'est informel, c'est informel. Oui, mais c'est une gangrène aussi pour l'économie algérienne. C'est une gangrène, bien sûr. C'est cette gangrène qui a fait que les minoteries au Maroc oriental ont fermé, ce qui fait que les stations d'essence ont fermé, ce qui fait que la région de l'Oriental, pendant longtemps, a vécu, continue à vivre de contrebande, et c'est malheureux pour les 2 pays, pour les 2 peuples.
Professeur Chegraoui, la leçon du choc pétrolier de 1986 a-t-elle servi ou comment jugez-vous la gestion énergétique du gouvernement algérien? En fait, moi, le problème est aussi lié à pas mal de pays producteurs de pétrole. Il suffit de revoir les pays du Golfe, il y en a un ou deux qui s'en sortent autrement, mais le reste des pays sont toujours dans... Oui, grâce à la diversification de leur économie, encore une fois. À part le Qatar et les Émirats arabes unis, le reste, ils sont toujours dans la même politique. On le voit en Afrique, que ce soit le Gabon, que ce soit l'Angola, le Nigeria. Au fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cadre, dans les cercles de prise de décision, mais peut-être que, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, on le voit très très bien, il y a toujours ce rêve comme quoi ça va reprendre encore et les prix vont augmenter et on va reprendre du lest. Le problème c'est que les choses changent, oui certes, mais changent généralement parfois en pire. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de véritable prise de décision réelle, concentrée, et surtout penser et repenser de cette économie. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie est passée par à peu près, je dirais tout simplement, il y a deux grands systèmes. Le départ, la construction de l'État et puis une sorte de gabegie pendant 2 ans, 3 ans sur le plan économique qui a donné lieu à un changement sur le plan politique par l'arrivée des militaires. Et depuis l'arrivée des militaires jusqu'à aujourd'hui, alors il y a eu 2 options. L'option socialiste, soi-disant scientifique de l'époque, avec une industrie à la va-vite, avec une production inadaptée, que ce soit au marché local ou à l'exportation. Et bien sûr, en se basant totalement sur la vente des hydrocarbures, avec des rapports plus ou moins privilégiés avec le marché européen aujourd'hui, qui est un espace de concurrence énorme. Reprenons seulement la question du gaz. On a 3 grands producteurs, le Moyen-Orient bien sûr, avec la Russie qui est le principal fournisseur de l'Europe à presque au quart. Le retour des États-Unis avec le gaz de schiste qui commence à devenir un véritable exportateur du moment qu'ils sont arrivés à... le premier producteur de pétrole du monde. De pétrole du monde et surtout de gaz. Grâce au gaz de schiste, au pétrole et au gaz de schiste. Le gaz de schiste, maintenant, ils aspirent à devenir le principal fournisseur de l'Europe en gaz. Du moment qu'ils ont réussi à transformer... Oui, en fait, avant Trump, c'est avant Trump. Oui, parce que maintenant, ils avaient un problème parce que surtout, c'était ils importaient du gaz à travers les ports atlantiques. Et le système, c'est que, en fait, c'était du gaz liquéfié qu'on reformulait par la suite. Et maintenant, ils ont trouvé la parade, c'est beaucoup plus facile. En fait, ils ne vont rien investir dans ce cadre-là, sauf l'investissement premier, celui de prendre ce gaz. Alors ça risque d'empirer les choses pour les pays qui dépendent des hydrocarbures. Parce que là, qui peut faire face au marché américain et toute cette machine industrielle américaine, que ce soit de production ou d'exportation. En plus de tout cela, il y a quelque chose de primaire. Je suis pas économiste, mais c'est quelque chose que j'ai appris à l'école toujours, c'est que pour mettre en place une véritable économie à l'exportation pour qu'elle soit diversifiée, il faut un certain nombre de conditions. Une des premières, c'est un secteur monétaire, un secteur bancaire fiable. Ça n'existe pas. Un secteur d'assurance très fiable, bien sûr, ça c'est sûr, je suis sûr. Il donne de la tête, donc il y a ça. Et puis, une production, qu'elle soit industrielle, agricole, mais adaptée à l'exportation. Et surtout quelque chose auquel on ne pense parfois pas, c'est la sous-traitance. Et on le voit très très bien en Algérie. On n'a ni un secteur fiable sur le plan bancaire, ni en termes d'assurance, ni une production. Déjà sur le plan agricole, elle est presque... même le legs colonial, il a été complètement dilapidé. Et la production industrielle algérienne, qui s'est développée dans les fin des années 60-70, bien sûr avec un modèle beaucoup plus soviétique, aujourd'hui elle est en 18. En fait, elle est complètement dépassée sur le plan technologique et n'est nullement adaptée à la demande à l'exportation et principalement dans sa région, qu'elle soit sa région méditerranéenne, nord-africaine, sahélo-saharienne, qui est l'espace collé, quoi, et puis un espace de prédilection, qui devrait être un espace de prédilection du marché algérien, mais il n'en est nullement le cas. Et je pense que c'est plus qu'une absence de vision, c'est plus qu'une absence de stratégie. Je pense que le problème aussi est lié aux acteurs qui contrôlent. Alors on a parlé des militaires, mais là, dernièrement, il y a eu un grand changement. En fait, c'est comme un complexe
de militaires, et surtout de nouveaux militaires, parce qu'il y a les anciens généraux qui ont disparu, il y a de nouveaux généraux qui viennent. Voilà, une nouvelle génération de généraux qui sont là, qui sont toujours là, qui contrôlent tout, et qui sont liés à un secteur de businessmen qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, Cécile, elle a dit quelque chose de très important. Dans quel secteur? 30% de l'économie. Et les grands groupes, en direct, ils sont en conflit avec le gouvernement. Rappelons l'affaire de Rebrab, par exemple. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant quand les grands entrepreneurs industriels d'Algérie qui n'a pas assisté au forum algérien d'investissement. Et ils sont vous en parlez conflit de Rebrab. Par exemple, Rebrab et d'autres, au fait tout. On le voit très très bien. À la salle, ça a été vraiment le désert total. Il y a une hégémonie un peu sur le peu de... Et surtout, on ne sait pas qui contrôle quoi. Qui contrôle quoi. Il faut savoir que les secteurs économiques sont dispatchés à travers un certain nombre d'acteurs militaro-économiques et businessmen, avec des secteurs partagés, et on touche pas au gagne-pain de chacun. Et puis voilà, c'est des rivalités terribles et qui se répercutent bien sûr sur la situation politique et sur tout le reste. Situation que chacun défend. Voilà. Voilà, c'est ça la vérité. Mais moi, je voudrais, j'allais dire, regarder ça d'une façon, d'un autre angle. Les pays producteurs de pétrole, et sans exception, à part la Russie qui est un cas à part, ont le même problème. C'est-à-dire que... La Russie, il y a l'embargo aussi européen. Ils n'ont pas le même problème uniquement. Non, ils n'ont pas... Non, je parle entre eux, excepté la Russie, c'est un cas à part. Et vous le savez, je le connais très bien. Je n'en doute pas. Mais la question, c'est que le fait d'avoir un produit qui représente, comme l'a dit tout à l'heure mon voisin de gauche, 96% des recettes de l'État, ça fausse complètement leur notion de gestion. Les exportations, pas des recettes. Les recettes, c'est environ les 2/3. Oui, l'exportation. Des exportations, 96%. Et de toute façon, le PIB est principalement composé de cette rente pétrolière. Et alors, la question, c'est que on essaye, vous savez, l'Algérie, dans les dernières 15 années, a encaissé plus de 750 milliards de dollars. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on en a fait? Où ils sont passés? Alors, oui, il y a l'aide, les subventions, etc. Il y a l'armée aussi, mais ça ne représente pas tout. Je regrette, c'est de l'arithmétique, ça ne représente pas tout. Alors, la question, c'est qu'il n'y a pas, en Algérie, je regrette, et ça va choquer peut-être mon ami, il n'y a pas de culture d'État. L'Algérie est un État que depuis peu. Avant, l'Algérie n'a jamais été un État. Elle a toujours été une zone gouvernée, d'abord par les Français, puis après par l'Empire ottoman. Mais en tant qu'État, il n'y a pas de culture d'État en Algérie. C'est pour ça qu'ils font des erreurs énormes. Moi, je considère enfantin parce que l'Algérie est en train d'apprendre ce que c'est qu'un État. Voilà la vérité. Alors les militaires, ils ne sont pas faits pour connaître la façon de gérer un État, et ils le savaient tellement qu'ils ont étouffé le secteur privé, tous ceux qui pouvaient contester leur gestion. Belkacem Boutayeb veut J'ai répondre. envie de dire les choses autrement. Je suis d'accord. Je voudrais vous dire que là où le bas blesse, c'est qu'en Algérie, tu as parlé de culture, la culture et l'économie sont otages de la politique politicienne. Je disais tantôt que la décennie noire a tué toute fibre patriotique et beaucoup de gens, de valeureux Algériens, ont émigré. Il n'y a pas cette fibre patriotique et il n'y a plus confiance. On n'a plus confiance en le pays. Qui gouverne, qui dirige? Il n'y a pas de concertation entre les gens au pouvoir, l'armée et les autres, entre les patronats. Il y a le patronat du gouvernement, il y a le patronat de X, il y a le patronat de Y. Des gens compétents, on n'en veut pas. On met des rigolos, j'allais dire des gigolos. L'Algérie est en train de souffrir et je vous assure qu'en parlant d'hommes et de femmes, c'est un peuple merveilleux
qui souffre énormément, qui beaucoup voudraient Surtout la jeunesse. nous épouser, nous enlacer, nous faire alliance avec nous, etc. Et pareil de notre côté, malheureusement, on n'arrive pas à sortir. L'Algérie doit sortir. Vous savez que l'Algérie, aujourd'hui, ne fait pas partie de l'OMC. Oui. Alors justement, il y aura des discussions sur cette intégration de l'Algérie dans l'Organisation mondiale du commerce, mais il faut d'abord parler de cette règle 51-49. Les intentions du Premier ministre, c'est bien. Ben justement, il faudrait d'abord assainir le climat. Avoir le courage d'assainir le climat, de ramener le climat de confiance dans l'environnement des affaires. Alors nous allons restructurer le secteur bancaire. Regardez ce climat des affaires. Former les formateurs. Messieurs, juste après cette courte pause de publicité, et puis nous reprendrons ce débat tout de suite. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Juste avant la pause pub, nous parlions sur ce plateau des raisons qui ont poussé cette économie algérienne à tomber dans cette crise qui dure maintenant depuis un petit moment. Il y a cet aspect très important de balance commerciale qui a toujours affiché des chiffres positifs. Certes, en janvier, le déficit commercial algérien est retombé à un peu plus d'un demi-milliard de dollars. Les exportations, dans le sillage de la reprise des cours du brut, eh bien, elles ont augmenté, elles ont grimpé à 3 milliards de dollars. Mais voilà, l'importation, la facture d'importation en Algérie, si elle ne stagne pas, eh bien, elle augmente. Et là, on parle d'une facture annuelle, ou d'une moyenne de facture annuelle de plus de 3 milliards de dollars, presque 4 milliards pour l'exercice précédent. Tout cela selon le Centre de l'informatique et des statistiques des douanes algériennes. Aziz Saïdi, le sujet, vous connaissez, vous avez fait on va dire, vous l'avez traité d'ailleurs dans bien sûr, l'Algérie est un pays africain et la Tribune Afrique a vocation à justement s'intéresser à l'économie de tous les pays africains. Maintenant, par rapport aux chiffres, je voudrais juste signaler que l'amélioration, elle est de 60% par rapport au déficit commercial. Oui. Et en fait, elle retranscrit surtout un plus bas historique qui était celui de janvier 2016. Donc, à l'époque, on était à 27 $. Là, on est à 55, donc c'est presque le double. C'est normal qu'il y ait une amélioration mécanique. Mais en fait, il y a d'autres aspects. Cette amélioration, je pense que le dollar, en tout cas selon les spécialistes, devrait se stabiliser autour des 50-55 $ pendant un bon moment. Je pense que l'Algérie, pour fonctionner de manière normale, en tout cas pour revenir à la post-crise, il faudrait que le pétrole soit à peu près à 90 $ au minimum. Donc on voit qu'on est loin du compte. Je voudrais aussi signaler autre chose. Même si dans le projet de loi de finances 2017, le projet entier a été basé sur un baril à 50. À 50, il faut dire que c'est la première fois. On a relevé à 50 parce qu'avant. C'est réaliste. Avant. Est-ce que c'est réaliste? Non, 50 c'est. Non, est-ce que c'est réaliste pour construire un projet de loi de finances ou c'est juste? Oui, pour une fois, c'est réaliste. Mais justement, en fait, avant, c'était 37%. Ouais, alors que le pétrole était à 90. Et c'était une manière de cacher un peu de déficit de manière un peu détournée à travers le fonds de redistribution des ressources. Et donc, ça permettait d'avoir de l'argent frais. Et de montrer qu'on a fait des prouesses. De montrer à chaque fois qu'on a fait des prouesses. Et donc là, justement, on est acculé parce que la situation est telle que, justement, il a fallu quand même confectionner une loi sur des hypothèses un peu plus réalistes. Je pense que 50, c'est justement là, on est à 54, donc on est dans le... Justement, ce fameux FRR ne va pas avoir lieu d'exister cette année. Peut-être... Mais il y a un autre point, on parle des prix du pétrole. Et bon, il remonte. Mais les volumes de pétrole exportés ont baissé. Oui. Parce que maintenant, il y a du pétrole partout. C'est cela. Et comme la consommation a baissé, il y a une compétition et ça n'arrange pas l'Algérie. Plus que ça, dans une réunion qui a été tenue à Alger pour l'OPEP, il y a eu un engagement de réduction et de cantonnement des volumes produits au sein de l'OPEP. Combien de fois l'OPEP l'a fait ? Justement, ils n'ont jamais tenu leurs promesses, on est d'accord. Alors voilà. On est d'accord, mais là, ils y sont quand même acculés. Au-delà de cela, donc, on en a parlé juste avant la pub, en première partie de l'émission, on importe mais on ne produit pas assez, en tout cas en Algérie. Il y a un autre enjeu pour
pour cette économie. Il s'agit de l'évasion fiscale, il s'agit de la surfacturation, puisque vous parliez de politique monétaire. 1 euro, on peut l'échanger à 120 $ dans une banque algérienne. Pardon, à 120 dinars. 1 euro pour 120 $, non, c'est juste pas possible. 1 euro à 120 dinars sur... jamais avec Trump. sur une banque algérienne et à 190 dinars sur le marché. Et c'est là où les importateurs algériens drainent l'essentiel de leurs bénéfices. Comment pourrait-on d'abord, je pense que ça pourrait alléger cette balance commerciale que de alléger cette facture des importations et de cette surfacturation qui profite aux importateurs. Professeur Chegraoui. En fait, il n'y a pas que ça, parce que même la loi de finances, bon, c'est vrai que c'est pour la première fois qu'on a misé sur un prix assez réel du pétrole, mais pour compenser le déficit, en fait, il y a eu la surtaxation sur le citoyen. En fait, l'impôt sur le revenu, la TVA, tout a augmenté. L'essence, 40% en un an. Oui, voilà. Alors là, en fin de compte, on a misé sur le citoyen lambda qui va payer tout ce déficit. Et le coût de la vie de tous les jours. Le coût de la vie, et là, ça a augmenté de manière extraordinaire. Le problème des importateurs avec toutes les restrictions, parce qu'on a mis énormément de restrictions sur les importations pour certains produits. Le problème, ça a touché tellement de produits qui étaient considérés de par le fait que pendant un moment, l'Algérie importait presque tout et n'importe quoi. Et beaucoup de produits sont devenus de consommation tout à fait normale et banale. Et aujourd'hui même, on a un produit tel la banane, peut-être qu'on peut s'en passer, mais qui est devenu, mais quand même, c'est un fruit tout à fait banal et banalisé, alors qui est devenu presque impossible c'est-à-dire ce n'est plus possible de s'acheter un kilo ou un demi-kilo, quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment de la gabegie de penser que avec cette nouvelle loi, on va résoudre le problème. Le problème est lié à une restructuration totale, ce qui n'existe pas. Le grand problème aussi, c'est qu'il y a des aspects de l'économie algérienne qu'il va falloir réorienter autrement. Absence totale de pensée vers le secteur touristique, absence totale de redessiner le champ industriel algérien pour l'exportation, et principalement la petite et la moyenne entreprise, et au lieu de rester dans cette industrie mécanique qui n'en est pas, en fait, et n'est plus. Alors, il y a surtout le secteur technologique. Dans les années 70, l'Algérie a commencé à mettre en place un secteur extraordinaire de production de télévision qui est complètement dépassé aujourd'hui. On est dans un espace de développement technologique qui est loin d'être rattrapé. Et les pays asiatiques, on voit tous les jours les évolutions qui se font dans ce cadre. Il n'y a aucune politique industrielle en Algérie. Il n'y a ni politique industrielle, ni politique agricole. Et ça c'est encore plus grave. Il faut rappeler que l'Algérie, c'était le grenier de la Méditerranée. Alors, quelque chose Est-ce que ça a un rapport avec la nationalisation des terres Non, en fait, bon, ça c'est d'une part. Mais, mais ça remonte à plusieurs décennies, encore une fois. Toute la politique après l'indépendance n'a fait que détruire le secteur agricole principalement. En fait, on a tout détruit. Bon, j'allais dire. D'accord. Alors, aussi l'industrie. Je voudrais justement. Il y avait quand même un embryon qui existait. Monsieur Banon. Et qui n'a pas été développé, pris en charge par l'État. Alors, je voudrais justement, vous parliez de réforme, je voudrais revenir à présent avec vous et nos chers téléspectateurs sur ce nombre de rapports de think tanks internationaux qui ont été publiés depuis le début de l'année. Je commencerai par celui de l'American Enterprise Institute, ou l'Institut de l'entreprise américain, un think tank pour la recherche sur les politiques public, et qui titre, un titre un peu plus révélateur, Algeria's Choice, Reform or Collapse, traduisez le choix de l'Algérie, réformer ou s'effondrer. Dans ce rapport, le AEI prévient les pays européens que la question n'est pas si l'Algérie va s'effondrer, mais quand, et on va même jusqu'à comparer la situation dans le pays à celle en Libye, en Tunisie ou encore en Égypte, et ce en 2010. Une réaction, messieurs? Non. Monsieur Banon, parce que vous réagissez pendant que je lisais. On peut dire ce qu'on veut sur l'Algérie, sur sa situation, mais on ne peut pas la comparer à la Libye, à la situation de Libye. La Libye est un chaos
on ne reviendra pas sur les raisons politiques, mais que c'était un pays composé de tribus. Ces tribus étaient tenues par une main de fer qui s'appelait Kadhafi. On a enlevé Kadhafi, les tribus se sont égayées et se combattent entre elles. Et c'est le chaos. L'Algérie, c'est pas ça quand même. Non. On parle de la Libye pré-2010. C'est un peuple, il n'y a pas de tribu. Il y a le problème comment dirais-je? Des Kabyles. Oui, les Kabyles, mais il est gérable parce que c'est quand même le même pays. C'est comme chez nous au Maroc, les Berbères et les Arabes. Je pense que la comparaison était plutôt liée à l'effondrement parce que le titre, encore une fois, je le répète, réformer ou s'effondrer. Là encore, on voit qu'en Libye, en Tunisie ou en Égypte, je ne dirais pas que c'est l'effondrement, mais en tout cas, il y a eu... effondré. Non. Bon, mais on va dire qu'en 2011, voilà, l'effondrement du régime de Hosni Moubarak, c'est un effondrement. Savez, je suis un géopoliticien, beaucoup plus que tout le reste, et je vous dis, l'effondrement, on ne laissera pas l'Algérie s'effondrer. Non pas parce qu'on adore l'Algérie, parce que les Européens ont besoin de l'Algérie. L'Amérique a des intérêts importants, directs, en Algérie, et on ne laissera pas l'Algérie s'effondrer. Au pire, on la mettra sous tutelle du FMI. Professeur Chegraoui. Oui, ça c'est sûr et certain. Et puis, j'aimerais bien revenir sur ces rapports, et surtout des rapports produits aux USA. Oui. C'est des rapports où il y a de tout. Il y en a d'autres. Hein. Non, il y a on a le Global Risk Insights. J'aimerais bien qu'on... Oui, le Global Risk. D'ailleurs, en Amérique, il n'y a jamais de rapport... oui. Si on énumérait tous ces rapports, oui. Oui, alors il y a celui-ci aussi, de Global Risk Insights. Repris par la presse. Alors, le titre, je le traduis encore une fois, les perspectives du pays agonisent-elles tout comme son président jusqu'à quel point est-il vrai ou faux, selon vous? Non. Il y a une partie, il y a de la vérité, mais il y a aussi ce qu'on connaît de la politique américaine, c'est que tout rapport est basé bien sûr sur des études, sur du terrain, sur des informateurs bien, voilà. Mais c'est aussi basé sur le futur de la politique américaine dans la région. Exactement. Et le choix des mots que les rapports américains utilisent prévoit déjà le comportement de l'administration américaine par la suite. Surtout, rappelons juste. C'est-à-dire que fera l'administration Trump voilà. Alors, c'est-à-dire, il faut faire très attention avec les rapports américains. Généralement. Ils sont jamais innocents. Jamais. Et surtout les concepts. Je donne juste un exemple. Chaque fois que les États-Unis parlent d'un pays en faillite, il y a intervention militaire des Américains. Et le problème des Américains, c'est ça. Donc il faut faire seulement juste la part des choses dans les rapports. Il y a un autre rapport. Il y a le rapport de la COFAS, de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Et là encore, le classement de l'Algérie a été revu à la baisse. Mais elle est passée de catégorie. Classement économique. De risque payé. Non. Oui, c'est sûr. Comme en anglais, le Global Risk, là on a aussi. Ça, le ranking concernant les assurances, le risque par pays, ça on peut le comprendre, ça c'est des indices bien déterminés, on peut les critiquer, mais les rapports américains c'est autre chose. Mais ceci dit, effectivement la situation elle est difficile, mais comme a dit notre ami, ce n'est pas aussi simple que ça. Car c'est un pays quand même central dans la région sahélo-saharienne. C'est un pays central dans la région maghrébine et c'est un pays central dans la région méditerranéenne. C'est le plus grand pays d'Afrique. Et les acteurs, en kilomètres carrés. Et surtout, c'est le seul pays quand même, et ça c'est un avantage que l'Algérie devrait saisir au minimum, c'est que c'est le seul pays où il n'y a pas de contradiction d'intervention étrangère. Ni les Européens vont se contredire avec les Américains, ni avec les Russes, parce que tout le monde a besoin de la stabilité. Le grand problème, c'est que de l'intérieur, le problème il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. L'explosion, c'est pas l'effondrement. Voilà. Mais ça, c'est sûr et certain. Surtout si on n'arrive pas à gérer le droit à la différence dans l'unité, ce qui est totalement gérable d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il va falloir reprendre, ou bien surtout attendre une nouvelle génération de gouverneurs et de gouvernements, peut-être. Vous avez remarqué que comme en classe, ce sont les professeurs qui parlent le plus. Je voulais vous dire, tout à l'heure je disais, là où le bas blesse, je parlais de la prise d'otage de l'économique et du culturel. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, il n'y a pas de gens sensés, même si le président est malade, qui vont se dire, depuis 62, on a tout essayé,
du moins ce qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Il ne serait pas temps de s'arrêter et de voir ailleurs ce qui se passe, de profiter des erreurs des autres, et puis voir tout à côté ce qui se passe. Prendre le bon, rejeter le mauvais, etc. Mais malheureusement, il y a un président qui est malade. Il y a des gens autour de lui, sa famille, qui qui a pendant 4 mois empêché le Premier ministre de voir le président. Donc il y a un vrai blocage. Vous parlez des rapports américains. Les rapports américains, il leur faut de la médiation culturelle. Les rapports américains, j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans une banque américaine. Les Américains ne tiennent pas compte du contexte local. Ils viennent en conquérant, prêts à la machine de guerre, et ils foncent. Alors, je voudrais justement, puisqu'on parle il faut tout à fait rapports, atténuer ces rapports américains. Monsieur Belkacem Boutayeb, écoutez, j'aimerais parler d'indice de liberté, mais de liberté économique. Il y a cet indice de le Heritage Foundation qui est établi avec le Wall Street Journal et aussi pour ceux qui critiquent ou qui disent que ce rapport est biaisé, en tout cas dans son classement du Doing Business. Là, je demande juste l'illustration pour le Heritage Foundation Index. Donc, dans cet indice de liberté économique, comme celui qui est établi encore une fois par la Banque mondiale ou le Doing Business de Forbes, l'Algérie est 172e sur 180 pays qui sont recensés dans cet indice mondial de liberté économique. Donc aujourd'hui, si le climat des affaires n'est pas assaini, nous le disions avant, on le voit, l'Algérie est à 8 positions de la Corée du Nord. C'est dire qu'il y a urgence là, pour ces réformes d'urgence de court terme. Si vous le permettez, moi je voudrais juste dire par rapport au rapport que, certes, on voit qu'il y a une avalanche de rapports dernièrement, mais Comme tout début d'année, c'est la période généralement des rapports. Notamment quand ça concernait à la question de l'économie algérienne. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà du parti pris et même de l'angle éditorial des think tanks américains, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les partenaires de tous les jours que sont le FMI, la BAD et la Banque mondiale avec l'Algérie. Voilà. Et là, avec toute la diplomatie qui est d'usage de la part de ces institutions, on salue les efforts, parce qu'il y a une loi de finances qui a été presque dictée. Et puis on alerte sur ça. Et sur quoi on alerte? Sur justement la nécessité, non seulement urgente, mais primordiale pour l'Algérie de réformer son économie. Lors de la loi de finances 2017, on l'a vu à travers l'interview télévisée de M. Sellal le 22 décembre, il a essayé d'expliquer les mesures qu'il y avait. Il a tout fait pour ne pas prononcer le mot austérité, sauf que, comme on le disait tout à l'heure, TVA, taxe intérieure de consommation, et puis surtout, c'est là le plus dangereux, c'est la baisse des investissements publics. C'est cela. De manière très drastique. Donc c'est une politique d'austérité que Alger est en train d'opérer. Maintenant, cette politique d'austérité seule, c'est pas une solution, c'est de l'appoint, c'est du conjoncturel. Alors, par rapport au structurel, il y a quelques mesurettes. On peut citer par exemple, on parlait tout à l'heure de la loi 51-49, eh bien, elle a été mise sous régime de loi de finances, ce qui change les choses. Ça veut dire que maintenant, il serait possible d'investir en Algérie sous réserve ou sous condition, bien sûr, d'approbation de la Banque centrale, en dépassant ce fameux seuil de 49% pour un étranger. Et pour les banques, on parle même d'aller jusqu'à 66% pour une banque étrangère qui investirait en Algérie. Mais ça reste au cas par cas. Vous parliez justement d'indice de liberté économique. Ce sont ces éléments qui font l'indice. Oui, bien sûr. Quand un pays, si on se pose, nous, de la perspective d'un investisseur qui viendrait en Algérie, pour un investissement où non seulement il devra accepter de ne pas être leader de son tour de table, il devra faire du transfert technologique presque gratuitement, il y a trop de conditions. Il créera des emplois surtout. Et en plus, on a peur. Non, je parle de la perspective les emplois, ça peut être la garantie de l'investissement. C'est la garantie de l'investissement. Or ça c'est problématique. On l'a vu, il y a des chantiers quand même qui sont importants, notamment comme l'usine de BMW. On a vu le temps que ça a pris.
Il y a eu beaucoup de tractations. Maintenant, on arrive quand même à Alger, on arrive quand même à faire du cas par cas. Mais par contre, on le voit que c'est que du conjoncturel. On a besoin d'une réforme, mais vraiment structurelle. Et pour aller dans une réforme structurelle, le gouvernement algérien en ce moment ne peut pas se le permettre parce qu'il a besoin de courage politique. Or, comment peut-on gérer une crise politique qui existe en Algérie, à laquelle viendrait s'additionner une crise sociale? On a vu qu'à Bjaïa, le 4 janvier, les commerçants ont commencé à faire la grève. La crise sociale, ou en tout cas les grèves, ont commencé bien avant et elles perdurent jusqu'à maintenant. Absolument. Non, moi, il y a une fronde sociale. Oui, il y a une fronde sociale. Bien sûr qu'il y a une fronde sociale. Moi, je parlais spécifiquement de la grève des commerçants de Bjaïa qui a un peu dégénéré le 4 janvier et qui était directement due à la hausse de 2 points de la TVA sur quelques produits de consommation. Donc, on le voit, même en voulant faire preuve de volontarisme politique, la situation ne serait pas tenable. Quel gouvernement aujourd'hui en Algérie peut réformer l'économie en faisant accepter aux entreprises, aux citoyens, la facture salée de cette restructuration, tout en garantissant une stabilité politique? Je pense que c'est là tout le dilemme algérien. Ne tient pas. Justement, parce qu'il nous reste très peu de temps, et j'aimerais bien parler justement de ce facteur d'emploi. Et vous l'avez évoqué en début d'émission, c'est ce facteur humain. Là, le chômage, selon la Ligue algérienne des droits de l'homme, le chômage chez les moins de 25 ans dépasse les 25%. Est-ce que cette configuration entre ces revendications de la jeunesse, nihilisme social, ne vous rappelle-t-elle pas le Venezuela? Situation analogue, même nombre d'habitants, fronde sociale contre le président Maduro, malgré toute cette rente pétrolière. Pourquoi aujourd'hui n'investissons pas dans cette nouvelle matière première qu'est la jeunesse? Et est-ce que, encore une fois, ça ne vous rappelle pas le modèle vénézuélien? Oui. Moi, je dis encore que le drame de l'Algérie, c'est qu'il n'y a aucune instance politique ou partisane qui soit capable de sortir un programme économique fiable sur lequel on peut discuter. Nous le vivons également au Maroc, avec les islamistes qui n'ont jamais eu de programme économique. Et j'ai été reçu en mai 90 par Abbassi Madani, le président du FIS, à ma demande, parce qu'on devait installer une banque islamique. Et il m'a dit, mon cher frère, nous acceptons les aides de tous les pays arabes, mais nous n'acceptons pas ceux des Européens. Si nous avons des bras, mais des bras cassés, nous avons des terres fertiles, mais si nous continuons comme ça, celle qu'on appelle la parisienne, eh ben on va la ramener directement de Paris. C'est une illustration grave, mais combien éloquente. Bien sûr, la menace est là. Et bien sûr que la solution, elle est dans la jeunesse, dans la formation. On a délaissé cette jeunesse. Il faut voir ces haïtistes qui tiennent le mur. Ouais, on a les législatives qui approchent, là, le 4 mai. Le avril. Les législatives, oui, est-ce qu'on pourrait assister à un retour en force du Front islamique pour du FIS, justement, appuyé par cette jeunesse, si toutefois elle vote? Professeur Chegraoui. Ça n'existe plus d'ailleurs, ça n'existe plus. Il y a le Hamas, mais vraiment en désuétude. Les partis politiques, il y a déjà ce manque de confiance des jeunes dans les partis politiques. Et puis il n'y a plus vraiment de partis politiques. Ali Belhaj est présent dans les relancé les choses. Il a relancé, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un régime policier. Vous ne pouvez pas reprocher aux jeunes de ne pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas. On ne les laisse pas. Et on ne laisse pas ni les adultes non plus s'exprimer. C'est ça la vérité. C'est un régime policier et les généraux s'appuient sur l'armée qui est leur enfant gâté pour contrôler ou répondre. Et vous verrez, si demain, à Dieu ne plaise, il y a une explosion, l'armée interviendra et elle remettra tout le monde en ordre. Alors, que faire? Professeur Chegraoui. Et surtout, il y a cette épée de Damoclès des années du terrorisme et de l'instabilité. Alors, il y a cette peur. Personne ne veut revenir en arrière et revivre ça. Exact. Et le problème, c'est qu'il y a une paix sociale à garder et que tout le monde a besoin de la garder. Et puis, il y a personne n'a le courage de faire changer. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui s'est dit parce que le problème, ce n'est pas la vision. La vision, tout le monde sait ce qui doit se faire. Mais personne ne peut pas déjà. Personne ne peut. Et personne n'a le courage de le. Et puis, il y a cette... Bon, c'est vrai que l'armée, elle est omniprésente. Le grand problème aujourd'hui, c'est que moi avant, on connaissait les militaires, mais non, on ne les connaît même pas.
On ne met plus de visage sur, Voilà. sur ces gens-là. C'est volontaire, hein. Oui, C'est volontaire. Très bien. surtout ça. Surtout ça. Merci, messieurs. Nous n'avons malheureusement plus de temps. Je sais qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est toujours le cas dans cette émission. Une phrase. Un mot. Un mot. Il n'y aura pas d'amélioration en Algérie jusqu'au moment où tous les généraux issus du FLN seront décédés. Monsieur Boutaïeb, juste pour un dernier mot, vraiment. Je voudrais lancer un appel d'amitié et d'amour pour mes amis algériens. Adhérer à l'OMC, mais pour adhérer à l'OMC, il faut ouvrir les frontières. Ouvrez les frontières, nos cœurs vous sont ouverts, nos bras vous sont ouverts. Rappelons-nous que quand les Marocains étaient en Algérie, sous occupation française, l'agriculture, le commerce et l'enseignement marchaient très bien. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22h pour un nouveau numéro de l'Hebdo Écho. D'ici là, excellente suite des programmes sur Médien TV.